Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 8 au 15 décembre 2024, la deuxième phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud. C'est donc du 8, le premier quartier, au 15, la pleine lune de cette troisième phase de la lunaison. Donc je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Merci beaucoup les amis, nous avons atteint les 500 abonnés pour le jour de l'Assemblée générale de notre association Rocastre et c'est un grand encouragement. Merci de nous suivre, donc pour vos likes, vos commentaires et vos partages et votre petit tip si vous pouvez contribuer, ça nous encourage grandement. Donc c'est parti, nous allons faire le tour des événements célestes de cette deuxième phase de la lunaison, donc du 8 au 15 décembre. Le premier quartier, c'est donc le 8 décembre à 16 heures et des brouettes, 16 heures 26. Et je me propose cette semaine de commencer par Stellarium, à partager avec vous, et puis on ira regarder les autres détails pour finir. Ensuite, on va aller directement sur le terrain. Je partage donc l'écran et nous fonçons les pieds sur le sol et la tête vers les étoiles. Nous sommes ici tournés vers le sud le 7 décembre, donc la veille du dernier quartier. Je peux me mettre le 8. Mais bon, vous avez un coup d'œil le 7 et comme ça, je vais passer directement au 8. On va commencer par le 8. Vous voyez, donc, nous sommes encore à la fin de la première phase de la lunaison. La lune se lève de plus en plus tard dans la matinée, culmine de plus en plus tard dans l'après-midi, et elle va arriver à culminer en début de nuit, le jour du premier quartier. Et donc, passons tout de suite au 8 décembre, jour où commence notre bulletin. Nous y sommes. Donc, le 8 décembre, il est 17 heures environ. Le soleil, d'abord, on voit d'abord le soleil qui se couche 17h10, 12 chez moi. C'est les jours les plus. Nous sommes dans les jours les plus courts de l'année et dans les couchers de soleil les plus précoces de l'année. Là, c'est cette semaine encore. Ah, parce qu'à partir du 13, jour de la Sainte Luce, le jour croix d'un saut de puce, c'est-à-dire qu'en fait, il arrête de diminuer le soir, il recommence à augmenter. Le soleil recommence à se coucher un petit peu plus tard le soir, mais il diminue encore sur le matin et les jours globalement diminuent jusqu'au solstice d'hiver. Ensuite, le jour continue à diminuer un peu sur le matin alors qu'il augmente davantage sur le soir et on a les levées de soleil les plus tardifs sur fin décembre, début janvier. Et là, donc, nous sommes en début décembre dans la période des couchers de soleil les plus précoces de l'année dans l'hémisphère nord. Donc il se couche pratiquement au sud-ouest, hein, le jour du solstice d'hiver, donc le 21, cette année, 21 décembre. Il va se coucher pile au sud-ouest pour la latitude 45 nord. Plus vous serez au nord, plus il se couchera près du sud, plus vous serez au sud de 45 de latitude nord, plus il se couchera plus vers l'ouest. Car plus nous allons vers le nord, plus sa course est courte en automne-hiver, et donc plus son azimut de lever et de coucher est proche du sud. Donc nous avons notre lune qui va arriver à sa culmination aux alentours de 19 heures, et nous avons, dès que le soleil va se coucher, alors j'avance un peu, le soleil se couche, dès que le soleil se couche, nous avons Vénus. Donc en fait, soleil, lune et Vénus, ce sont les trois astres les plus brillants. Voilà, ce sont pour nous les trois astres les plus brillants. Bien sûr, sur le podium, c'est un, le Soleil, 2, la Lune, 3, Vénus. Dès que le Soleil a disparu, nous pouvons la voir et maintenant elle devient rutilante dans le ciel du soir. Donc intéressons-nous à la Lune qui
va culminer, là il est que 17h30, alors on va aller à l'heure de sa culmination, on y arrive et on se rend compte qu'elle est tout près de Saturne. Elle est conjointe à Saturne le jour du premier quartier, enfin dans la nuit précédente, voilà, la nuit du 7 au 8, à 0h43, elle est conjointe à Saturne. Et donc le 8 au soir, 19h, voilà, on voit la Lune. Alors on va la grossir pour voir bien sa forme de demi-lune, puisque c'est le premier quartier. Je rappelle que quand on voit la Lune le soir, c'est qu'elle est croissante, et quand on la voit le matin, c'est qu'elle est décroissante. Comme ça, vous savez, si vous la voyez le soir, elle est croissante. Si vous vous demandez, ah, elle est croissante ou décroissante, la Lune. Vous la voyez le soir, elle est croissante. Vous la voyez le matin, elle est décroissante. Et donc là, elle est à son premier quartier. Donc on voit la ligne de lever de soleil qui de jour en jour se lève. Ici, nous avons la mer des crises, la mer de la sérénité, la mer de la tranquillité et la mer des humeurs pour les trois principales figures remarquables. Et puis si bien sûr vous observez au télescope, vous allez voir ce lever de soleil sur toutes les formations au terminateur qui projettent des ombres et qui font des tableaux et des dentelles magnifiques. Voilà pour la Lune, donc qui de soir en soir, à partir, enfin et de jour en jour, toujours c'est pareil, va se lever de plus en plus tard dans l'après-midi, culminer de plus en plus tard en première moitié de nuit, et se coucher de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit, tout en étant gibbeuse croissante, c'est-à-dire entre le quartier et la pleine lune, donc un quartier de plus en plus gros, et puis à la fin, elle est toute ronde. Donc ce premier quartier se produit entre Saturne et Neptune. Alors on va afficher les constellations, voilà. Neptune qui se trouve par ici, pile, et à laquelle, donc, voyez, on est toujours orienté vers le sud, le 8 à 19h, 18h30. Je vais rajouter un peu d'étoiles, que vous voyez, vous remarquez par exemple faux maillot du poisson austral qui se remarque très bien sous Saturne. Et donc on a dans le ciel de début de nuit, maintenant vers le sud, on a la planète Vénus, la planète Saturne, la planète Neptune. Bon ben là on la verra pas puisque la Lune est à côté. Donc le premier quartier se produit entre Saturne et Neptune. Et puis on va avancer, on va regarder un peu les étoiles qui se couchent le soir. Alors, le soir en ce moment, en début de nuit, se couche ben, le grand triangle de l'été, il est de plus en plus bas, vous voyez. Vega, Deneb et Altaïr en début de nuit sur le couchant, avec Hercule, Ophiuchus qui disparaît. Le Sagittaire a disparu, voilà, le Capricorne est là. Et puis si on se tourne vers le nord, on remarque la grande ours au ras du sol qui commence à remonter, tandis que le dragon et la petite ours sont à 9 heures, ils sont en train de descendre du côté de l'ouest, et que du côté de l'est brille très fort Capella du cocher qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui passe au zénith en milieu de nuit pour nos latitudes. Et puis nous voyons Cassiopée, voilà, et qui est très haute, et c'est fait. Ça, c'est le ciel de début de nuit du côté du nord. Je mets la grille, comme ça on voit où est le sommet du ciel, le zénith. En début de nuit, le lézard passe au zénith. Donc tournons-nous maintenant vers l'est en début de nuit, et nous voyons déjà, puisqu'elle est passée à sa conjonction, le 7, à son opposition au Soleil, Jupiter, pleine Jupiter. Donc nous avons pleine Jupiter, puisque nous commençons le 8 là. Elle se lève quand le Soleil se couche, culmine au milieu de la nuit, et se couche quand le Soleil se lève. Elle brille de plus en plus fort, enfin elle brille non, à son maximum, magnitude -2,8. Donc vous pouvez vous amuser à comparer dès le début de la nuit, l'éclat de Jupiter qui s'élève à l'est-nord-est et celui de Vénus qui se couche au sud-ouest. Bon, Vénus brille plus fort, magnitude -4 et Jupiter -8. Donc les magnitudes, plus c'est négatif et le chiffre est grand, plus c'est brillant. Le Soleil, c'est -26 et la Lune, -12, je crois. Et Vénus, -4 en moyenne. À peu près, Vénus a un éclat à peu près égal tout le temps. Parce que
Quand elle est proche de la Terre, donc à sa conjonction inférieure entre le Soleil et la Terre, elle est en très fin croissant, donc elle renvoie une portion de lumière négligeable, enfin très peu importante. Et puis quand elle est de l'autre côté du Soleil, en pleine Vénus, Terre, Soleil, Vénus de l'autre côté, son disque entier est éclairé, et du coup, bah, la lumière est toujours équivalente. La lumière qu'on voit de Vénus est toujours équivalente, quelle que soit sa phase. Il y a une légère variation, pas plus. Vous remarquerez qu'il y a plein d'étoiles filantes cette semaine aussi, dès le début de la nuit, hein. Et puis ça va aller en s'aggravant. Il y a les Taurides du Nord encore. Ça, c'est le point opposé au Soleil. Les Géminides, voilà, c'est le mois, c'est la semaine des Géminides, hein, c'est le 14. Géminides, le 14 décembre. Là, c'est un essaim très important qui peut atteindre jusqu'à 150 météores en taux horaire zénital, donc 150 météores à l'heure. C'est une mesure un peu, euh, c'est une mesure moyenne, bien sûr, hein, c'est moyen. Je cherche le mot. Bon, c'est pas grave. On va aller de jour en jour voir la Lune qui s'avance. Donc, elle est devant la constellation du Verseau, comme Saturne. Neptune, elle, donc, est ici et devant celle des Poissons. J'ai oublié de parler d'Uranus. Je me retourne du côté de l'Est. Uranus qui est passé à l'opposition un petit peu avant Jupiter et qui se trouve à côté des Pléiades qui sont ici, vous voyez. Donc, on est dans un coin brillant, là. On est toujours dans le début de la nuit. On a déjà plein de choses à voir. Donc, Jupiter s'élève à la gauche de Aldébaran du Taureau, qui est une étoile rougeoyante, et non loin de Capella, qui est une des plus brillantes étoiles du ciel. Et puis, il y a les Pléiades, juste le petit amas des Pléiades, et donc Uranus qui est dans le coin. Je vais le chercher. Voilà, Uranus est là. Je grossis, bon, mais comme on a la Lune, pour Uranus et Neptune, c'est pas le meilleur moment. C'était mieux la semaine qui vient de passer. On peut s'amuser à la repérer avec des jumelles Uranus, hein, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de zoomer un peu. Et puis, ben, la semaine prochaine, à partir du moment où la Lune se lèvera de plus en plus tard en première moitié de nuit, eh ben, elle libérera le ciel et on pourra encore beaucoup bien profiter de Neptune et d'Uranus avec un instrument, bien sûr. Donc voilà. Et puis un petit peu plus tard, bah, restons vers l'est, puisqu'on a vu le sud. On n'a pas parlé de Pégase, hein, qui est au-dessus des poissons. Voilà, donc je dézoome un peu pour voir l'ensemble du ciel au sud. Donc on a la Lune, Saturne et Neptune, et au-dessus, il y a Pégase, le grand carré de Pégase, qui s'apprête à passer au méridien, à sa culmination, aux alentours de 20 heures. Donc, voilà. Alors, on va avancer, on va aller voir le lever de Mars, parce que Mars, maintenant, prend beaucoup d'importance, puisqu'elle va être à l'opposition du Soleil début janvier, si ce n'est le 6, à vérifier pour la fête des romages, des astrologues et des astronomes. Donc 1 heure de plus, 19h30, 20h30, 21h30, Mars est levée. Elle se lève aux alentours de 20h, 21h, et son mouvement devient rétrograde. Rétrograde, déjà, c'était depuis la semaine dernière. Donc son mouvement rétrograde, on va la suivre de jour en jour. Je vais afficher l'écliptique. Je peux afficher aussi le plan de l'équateur céleste. Voilà. Ça nous donne les deux plans. Le plan de l'écliptique, c'est le plan Terre-Soleil sur lequel on mesure la latitude de l'astre. Donc pour le Soleil, bah, c'est toujours zéro, c'est lui qui trace la ligne. La Lune et les planètes peuvent être 5 degrés au-dessus ou au-dessous en moyenne. Voilà. Et le plan de l'équateur, bah, c'est le plan de l'équateur terrestre prolongé dans l'espace sur lequel on trouve l'étoile Alnilam des trois mages d'Orion, par exemple. Ça donne quelques repères. Et les deux lignes se croisent aux équinoxes. Donc notre Mars, de jour en jour, donc elle est tout près de l'amas de la crèche, Mars. Alors prenons 1 heure de plus pour en profiter davantage. Et puis je vais grossir. Voilà, comme ça on va voir l'amas de la crèche ici. Là où c'est qu'il y a marqué cancer.
Donc c'est l'amas de la constellation du Cancer, entre les deux ânes, Azellus borealis et Azellus australis, qui sont assez discrets. Mais voilà, et l'amas de la Crèche qui se voit à l'œil nu par un ciel sans lune, bien sûr propre. Donc voilà Mars. Alors de jour en jour, Mars recule, voyez. Ça y est, elle est en mouvement rétrograde. Donc on va arriver au 15 et on va regarder le ciel le 15 décembre. Non, on va peut-être voir la Lune, qu'est-ce qu'elle accompagne quand même. Voilà, je vous ai montré le chemin de Mars. Je vous ai montré du coup les, le plan de l'écliptique et le plan de l'équateur. Je les enlève pour l'instant. Du côté, il est donc 22h30. Nous avons Sirius qui est levé, Orion qui rayonne de tous ses feux. Nous avons les plus brillantes étoiles du ciel. Voilà, 22h30, le grand G de l'hiver. Je dézoome pour avoir tout le monde. Dans le grand G de l'hiver, nous partons de laquelle je pars. Je pars de Bételgeuse, la rouge. Vous voyez, alors rouge, Bételgeuse, rouge, Aldébaran, rouge, Mars. On a des points rouges dans le ciel. Et Mars, son éclat augmente. Là, elle va briller peut-être encore plus fort que Jupiter au moment de son opposition. Là, elle devient intéressante, son diamètre apparent grossit, c'est intéressant. Donc le grand jet de l'hiver, Bételgeuse, d'Orion, Aldébaran, du Taureau, Capella du Cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du Petit Chien, Sirius du Grand Chien, et on revient sur Orion par Rigel et les trois mages avec lesquels on ferme notre jet. Voilà, dans l'autre sens, ça fait ça. Les repères importants du ciel, voilà, l'hiver, donc c'est le grand G de l'hiver. Et l'été, il y a le grand triangle de l'été, donc qui se couche en début de nuit, tandis que le grand G de l'hiver s'élève en cette fin d'automne. Donc nous sommes vers le sud. Ben, on va revenir dans les jours qui précèdent. On va se mettre sur la Lune. On va suivre la Lune qui s'élève en latitude, en déclinaison, et qui est très très haute pour la pleine lune. Voilà, on finira sur la pleine lune. Donc ici le 9, ici le 8. Donc le 8, nous l'avons vu, elle aura le 8, 22h30, elle a Saturne à sa droite et Neptune à sa gauche, qui est par là, pile. Là, à 22h30, elle est pile poil entre les deux. Le lendemain, je dézoome un peu pour qu'on voit mieux l'ensemble du ciel. Je vais tracer aussi l'écliptique, on va voir comment elle. Mince. On va voir comment elle monte en latitude. Vous voyez là, elle est en latitude sud. Elle passe à son nœud ascendant. Elle croise donc le plan de l'écliptique le 9 à 20h30. Alors je trace aussi le plan de l'équateur parce qu'on va voir. Vous voyez là, nous sommes au 0 degré bélier. C'est là. Donc là, elle est entrée dans le signe du bélier. Et donc, elle passe aussi en déclinaison nord. Voilà, elle est passée en déclinaison nord le 9 à 15h35, 38, et à son nœud ascendant le 9 à 20h30. Nous sommes au moment où les deux points se coïncident, ce qui lui donne de très grandes hauteurs de culmination, ou en positif comme en négatif. Ah, donc le 9, voilà. Le 10, elle est devant la constellation des Poissons. Le 11 et le 12, elle va trop vite. Le 11, elle arrive devant la constellation du Bélier. Amal, c'est le Bélier là. Donc elle est maintenant en latitude nord et en déclinaison nord. Le 12, elle s'approche des Pléiades. Elle est conjointe à Uranus. Le 12, elle est conjointe à Uranus. Ou c'est le 13. Le 13 à 0, à 8h49. Le 13 à 8h49, elle est conjointe à Uranus. Donc le 12 au soir, elle est à droite d'Uranus. Et Lune, Pléiade, Uranus. Et le 13 au soir, elle est conjointe aux Pléiades.
Donc si même en début de nuit, elle passe, elle rase les Pléiades. Je vais me remettre sur la Lune et les Pléiades. Et donc en début de nuit, 19h30. 19h30, elle rase les Pléiades, la Lune. Eh ben, on va continuer, on va rester sur cette heure de 19h30. On est donc le 13 à 19h29. Elle sort des limites zodiacales. Je vous affiche donc, le plan de l'équateur, la grille équatoriale, qui correspond aussi aux latitudes terrestres. Et là, elle est hors des limites zodiacales, puisqu'elle est à plus de 23 degrés 26 au-dessus du plan de l'équateur, et qu'elle va aller friser les 28 pour sa déclinaison maximale, qui est au moment de la pleine lune à peu près. Donc j'efface toutes ces lignes hein, quand même. Maintenant qu'on les a vues, c'est bon. On va se remettre sur la lune. On va la suivre donc jusqu'au 15 jour de la pleine lune. Je dézoome. Donc on voit qu'elle va bientôt, le lendemain, elle va être conjointe à Jupiter. Et voilà. Donc je remets un petit coup d'écliptique quand même. Voilà, elle est pile conjointe à Jupiter le 14 à 19h43. Et donc, ça nous fait un sacré ciel, là, une grosse lune, hein, une lune quasiment pleine, là, puisque c'est la veille de la pleine lune. Il y a un triangle, lune, Jupiter, Elnat. En fait, Jupiter est pile entre Aldébaran et Elnat du taureau, enfin, qui fait la liaison entre taureau et cocher. Et donc, on va aller jusqu'au 15 et on va regarder le lever de la pleine lune. Ah non, ça, c'est plus tard. Et le 15, nous y voilà. Donc, elle vient d'être conjointe à Jupiter. On va aller la suivre à son lever. Donc, elle se lève avant même le coucher du soleil. Voilà, 17h30, elle est déjà levée. Elle se lève à 16h55, le 15 au soir. On peut aussi la voir le 14 au soir. Mais bon, là, bah non, parce que l'heure de la pleine lune, c'est le 15 à 10h01. Ah bah si, il faut la regarder la veille. Donc, la veille, le 14 au soir, elle se lève. Ben donc, elle est conjointe à Jupiter et elle se lève. Elle se lève à 16 heures, donc avant le soleil qui se couche à 17h12. Elle est donc devant la constellation du Taureau très très haut, au-dessus de Jupiter. Et on va la suivre, elle va culminer à plus de 73 degrés de hauteur, aux alentours de 0h47, le minuit vrai. Allez, on y va. Ce jour-là, puisque ça retarde, ça se décale vers le soir. Maintenant, c'est l'équation de temps qui veut cela. Donc, elle est entre Jupiter et Elnat au milieu de la nuit et elle va se coucher au petit matin, bien entendu. Alors, on va attendre. Voilà. Là, il est 7h48, 7h50. Elle va se coucher déjà à 8h49, donc après le lever du soleil, car justement, ceci en raison de sa latitude sud. Elle a une course plus grande que celle du soleil les- à la saison opposée. Voilà. Puisque la pleine lune suit le trajet, grosso modo, mais par en dessus ou par en dessous, le trajet du soleil à la saison opposée. Et donc voilà, le 15 au matin, et puis le 15 au soir, on la voit se lever à 16h55, donc quand même encore avant le coucher du soleil. Donc j'y vais, alors on va passer la nuit, tout ploup, enfin le jour, la nuit de la lune, le jour pour nous, et nous nous retrouvons très très vite le soir du 15 décembre pour la deuxième nuit de pleine lune, celle d'avant, celle d'après. Et donc là, elle se lève à 16h55, donc un quart d'heure avant le coucher du soleil. Elle s'est éloignée de Jupiter et elle va monter parce qu'elle atteint sa déclinaison maximale. Elle atteint, donc la pleine lune, c'est le 18, le 15 à 10h01. Elle atteint sa latitude maximale à 11h04, donc par rapport au plan de l'écliptique, et
elle est à sa déclinaison maximale à 21 heures, donc nous y sommes presque. Le 15 à 21 heures, ce qui va la faire culminer aux alentours de toute façon, elle culmine aux alentours de 1h30, vous voyez, très très haut. Elle va frôler l'étoile Elnat. Il y a une occultation, là, c'est le 15 à 8h25. Il y a une occultation, bien sûr, pas pour nous, de Elnat par la Lune. De même qu'il y en a, j'ai oublié de le dire, de Saturne et de Neptune, hein, le jour aux alentours du premier quartier, donc juste avant pour Saturne et juste après le premier quartier pour Neptune. La Lune est conjointe et pour certaines régions de la Terre, elle occulte la planète Saturne et la planète Neptune. Et je fais remarquer que ceci dure depuis un peu plus d'1 an et que c'est notable aussi. Nous sommes dans une période où il se passe des choses qui ne se passent pas forcément tout le temps. Et j'y reviendrai peut-être aussi dans les commentaires astrologiques. Nous sommes donc le 15 à 22h30. On va aller jusqu'à la culmination de la Lune. Puis après, on arrive, voilà, à peu près là. Hauteur environ 73 degrés de hauteur pour notre latitude. Si vous êtes plus au nord, elle est encore plus haute. Si vous êtes plutôt au sud, elle est un petit peu moins haute. Voilà. Et puis donc, elle va aller se coucher, bien sûr, le 16. Non, c'est pas ça. Assistons au coucher de la Lune qui arrive devant la constellation des Gémeaux après la pleine Lune, juste après, mais la pleine Lune, elle est encore devant la constellation du Taureau. Voilà pour ce petit partage du ciel. Que va-t-on voir cette semaine? Alors, je partage un peu la fiche quand même, voir ensemble ce que j'ai oublié. Voilà, donc là vous avez tous les détails dans cette fiche que vous pouvez télécharger dans l'article dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez l'imprimer comme moi là, je l'ai imprimé, et comme ça vous l'affichez dans votre cuisine, dans votre toilette, dans votre chambre, enfin là où vous voulez, pour suivre au jour le jour les événements. Ça c'est se brancher tertiel assez concrètement. Moi je suis assez concrète hein, comme fille. Et donc, on retrouve tous les détails. Donc, il ne faut pas oublier de remarquer que Neptune reprend son mouvement direct au moment du premier quartier, donc le dimanche 8 à 0h42. Neptune qui était rétrograde depuis le début juillet. Son mouvement, depuis ou même le 30 juin, son mouvement redevient direct, donc elle va avancer tout droit jusqu'au troisième degré du signe du Bélier qu'elle atteindra le 4 juillet. Après, ce sera nouveau rétrograde. Donc, elle est dans le 28e degré du signe des Poissons, devant la constellation des Poissons. Donc, Lune conjoint Saturne avant la pleine Lune. En héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Cancer le 8 à 15h36. Et c'est le premier quartier, le 8, dimanche 8 à 16h26, 18e degré du signe des Poissons pour la Lune, Sagittaire pour le Soleil, qui est devant la constellation d'Ophiuchus. Premier quartier, la Lune est devant celle du Verseau. Juste après, donc, non, un peu plus tard, lundi 9 à 9h44, elle est conjointe à Neptune. Puis elle entre dans le signe du Bélier à 14h37. Elle passe en déclinaison d'or lundi 9 à 15h38 et à son nœud ascendant lundi 9 à 20h36. En héliocentrique, Mercure est conjointe à Mars, 9e degré du signe du Cancer, mardi 10 à 0h07. Attention. Et Mercure, revenons les pieds sur Terre, entre deux sauts sur le Soleil, Mercure arrive devant la constellation d'Ophiuchus depuis sa rétrogradation. Depuis mi-novembre, elle couture là sur la frontière entre les constellations du Scorpion et d'Ophiuchus. Donc elle était devant le Scorpion, elle devient Ophiuchus jusqu'au 22 décembre. Et ensuite, elle revient ensuite, à nouveau devant le Scorpion avant d'arriver devant le Sagittaire le 6 janvier. La Terre est carrée à Saturne car nous sommes encore dans le carré Soleil-Saturne qui s'est produit à, le 4 en géocentrique, le 4 décembre, le 8, voilà, c'est marqué là, hein, et le 8 dans le plan équatorial, je crois bien.
Et donc en héliocentrique, la Terre est carrée à Saturne mardi 10 à 16h36. Le chapitre carré Soleil ou Terre, si on est en héliocentrique avec Saturne, est clos et nous ouvrons celui de Neptune. Vous allez voir, donc la semaine prochaine. La Lune entre ensuite dans le signe du Taureau, mercredi 11 à 16h54. Elle est au périgée, au plus près de la Terre. Jeudi 12 à 14h19. Elle est alors dans le 13e degré du signe du Taureau et elle est conjointe à Uranus vendredi 13 à 8h49. Soyez prudents. Bonjour les surprises pour ce vendredi 13. Nous sommes donc dans le 25e degré du signe du Taureau, devant la constellation du Bélier, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc elle sort des limites zodiacales, la Lune, vendredi 13 à 13h29, et tandis qu'en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Lion jusqu'au 19 décembre. Sur Terre, vendredi 13 à 18h21, la Lune entre dans le signe des Gémeaux, et donc dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades, puisque les Pléiades marquent de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe des Gémeaux, ceci pour 72 ans. Ça fait quelques... encore pour un moment, voilà. Donc elle passe, elle frôle les Pléiades, il y a même une occultation, je ne sais pas marqué. Puis elle est conjointe à Aldébaran, elle passe très haut. Hmm. Elle passe une bonne dizaine de degrés au-dessus de l'étoile, au-dessus par rapport au plan écliptique. Et donc ça se traduit quand elle culmine, elle est au-dessus de l'étoile. Samedi 14, toujours, elle est conjointe à Jupiter, comme nous l'avons vu. Puis elle est conjointe à l'étoile Elnat, Bêta Taureau. Et puis c'est la pleine lune, dimanche 15 à 10h01. Ce même jour, Mercure atteint sa latitude maximale en géocentrique. Et puis c'est le lendemain en héliocentrique, donc au nord par rapport au plan de l'écliptique. Donc la pleine lune a lieu dans le 24e degré du signe des Gémeaux pour la lune, Sagittaire pour le soleil. Et c'est le 18 que le soleil arrive devant la constellation du Sagittaire. Donc il est toujours devant Ophiuchus. Et Mercure est dans le signe du Sagittaire. Et justement, elle va reprendre son mouvement direct, Mercure, dimanche 15 à 21h56. Tandis que la Lune atteint sa déclinaison maximale, donc cette pleine lune d'hiver, la plus proche du solstice, qui s'appelle la lune froide dans les traditions amérindiennes. Et avec, je vous mets plus de détails dans l'article là-dessus aussi, puis des liens intéressants qui explorent un petit peu les traditions sur les différentes lunes de l'année, enfin comment elles sont perçues surtout dans les différentes cultures amérindiennes. Et donc, celle-ci, en plus, elle est très haute. Nous sommes à l'époque qui se reproduit tous les 18,6 ans de ces maxima et minima d'azimut à ses levées, et de hauteur à ses culminations. Voilà. C'est plus grande. Ah, mais chaque fois que je le cherche, le mot, je ne le retrouve plus. Le jour où ça reviendra, je vous le dirai. Et donc, voilà, Mercure qui était rétrograde depuis le 15, le 26 novembre reprend son mouvement direct le 15 décembre. Elle est restée dans le signe du Sagittaire, elle est revenue du 24e. Elle est restée dans le Sagittaire. Je ne sais plus si c'était le 24e degré ou. Et 23e, je suis bête, c'est marqué là. Voilà. Voilà pour clore cette pleine lune. Donc, et puis les autres détails. Donc, les étoiles filantes. Il y a donc les plus importantes, c'est les Géminides, maximum le 14 décembre, maximum Taureaux zénithal, maximum 150. Mais nous avons aussi les Sigma Hydrides, les Monocérotides de décembre, qui proviennent de la licorne. Sigma Hydrides, elles proviennent de l'hydre, qui se trouve en dessous du lion. Les Coma Bérénicides, qui proviennent de la chevelure de Bérénice, c'est dans la queue du lion. Et les Léo Minorides de décembre, qui sortent du petit lion, c'est au-dessus du lion, entre le lion et la grande ours.
Voilà, et les phénomènes des satellites de Jupiter, il y en a plein à voir puisque Jupiter vient d'être à l'opposition du Soleil et là, et nous offre sa présence toute la nuit. Et donc vous avez ici aussi le résumé des planètes dans l'ordre, bon, celle qu'on voit en premier, qui se couche les premières, Vénus, Saturne en début de nuit, Neptune et Uranus, mais bon, avec la Lune cette semaine, c'est pas top. Jupiter qui est là aussi dès le début de la nuit, Mars qui se lève vers 20h30 et Mercure qui apparaît dans le ciel du matin. À partir du 15, on va avoir une bonne période d'observation de Mercure du matin, voilà, jusqu'à la fin du mois. Et donc, je voulais dire sur les satellites de Jupiter, si vous les observez, nous avons, avant l'opposition, quand on observe le transit de Io, par exemple, enfin d'une des lunes de Jupiter, en fait, on voit surtout son ombre. C'est plus facile de voir l'ombre de la Lune que la Lune elle-même. Et avant l'opposition, c'est l'ombre d'abord qui passe et puis le transit. Et puis plus on est près de l'opposition, plus les temps se réduisent entre les deux phénomènes. Et après l'opposition, c'est le transit d'abord et l'ombre après. Et pareil, les temps augmentent plus on s'éloigne de l'opposition. Voilà. Et puis, ben voilà, le chant du coronographe Lascaux C3, dont vous avez le lien. Donc, vous pouvez essayer de vous amuser à retrouver, par exemple, Antares et Mercure jusqu'au 9 décembre dans le chant du coronographe Lascaux C3, parce qu'après, donc, Mercure, je vous dis, à partir du 15, elle est visible. Je vais partager juste maintenant quelques images avec vous, puis après, on va se quitter. Vous pourrez retrouver tout ce que vous voulez dans l'article. Alors, une image de SpaceX qui montre le Starship et le vaisseau Orion prévu pour la mission Artemis 2 qui doit emmener des astronautes faire un grand tour de la Lune, pas se poser encore, ça c'est pour Artemis 3. Et ils enchaînent, SpaceX prévoit d'enchaîner un lancement tous les 15 jours et ils aimeraient être prêts pour l'automne 2025 pour ce vol d'Artemis 2. Inch'Allah, on verra. Et puis, en attendant, il prévoit pour début janvier, le 11 apparemment, le lancement du sixième, septième vol d'essai, alors. Je sais plus où, du Starship avec récupération du booster par les bras de la tour et toutes les améliorations qu'ils ont aussi apportées au dernier essai fin novembre dernier. Petite vue de Jupiter avec sa lune Europe pour montrer surtout un nouvel orage. Ces deux petits points-là, c'est un très gros orage qui se développe sur Jupiter et qu'avec nos petits instruments d'amateurs, voilà, c'est pas inaccessible. Ensuite, sur la Lune, il y a un bizarre double cratère qui a intrigué. Au début, on a cru que c'était un débris dû à SpaceX, d'une sonde envoyée autour de la Lune. Puis en fait, il s'avère que c'était la sonde chinoise Chang'e 5. Mais c'est bizarre qu'il y ait deux impacts. On sait qu'il y a un truc qui s'est craché, le booster s'est craché sur la Lune. Mais il y a un double impact qui intrigue beaucoup, car on se demande qu'est-ce qui a pu créer ce double cratère. Là, il y a un article sur ce mystère. Dans l'article, les dernières images, nos valeureux astronomes de l'Observatoire de Paris se sont penchés sur l'apparition de l'eau sur la Terre et ont remis en question pas mal la théorie qui était admise jusque-là, donc sur la base des, des résultats obtenus par les sondes Hayabusa, Osiris-Rex, qui sont allés explorer des astéroïdes. Ils ont ramené une nouvelle approche, enfin ils en ont déduit une nouvelle approche de comment c'est que l'eau, elle aurait pu arriver sur Terre et sur les autres planètes. Ça semble valable pour tous les systèmes stellaires où il y a de l'eau sur les planètes, et il y en a beaucoup. Et donc, en fait, on a nos petits astéroïdes là au début, enfin, ils ne remettent pas en question complètement le schéma de fonctionnement du système solaire. Mais au début, ils sont froids, ils sont pleins de glace, comme les comètes. Et puis le Soleil se réchauffe et fait
partir la glace, donc fondre la glace, donc H2O se répand, et du coup les planètes en captent. Voilà, je vous résume ça assez sommairement. Vous pouvez retrouver l'article direct de la source, c'est le cas de le dire, dans l'article que je vais mettre en ligne au plus vite. Et sur ce, mes chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je donne rendez-vous à ceux que ça intéresse dans les commentaires astrologiques. Je vous invite à vous inscrire si vous voulez participer au direct dans l'une ou l'autre de ces enregistrements en direct que vous regardez ensuite en vidéo. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, que la lune vous soit propice. Et voilà, ça monte là. Montez bien avec la lune. À la semaine prochaine, enregistrement vendredi pour le bulletin astronomique à 17 heures. Au revoir les amis, portez-vous bien.